Alors, nous allons présenter ici la très célèbre allégorie de la caverne de Platon qu'il expose dans le livre 7 de la République. C'est vraiment l'allégorie de la caverne, quelque chose qu'il faut bien maîtriser, puisque ça vous permettra de faire tout un ensemble de dissertations, et notamment des dissertations qui ont pour thème la vérité, la raison. Ça, c'est très très important de maîtriser Platon pour ces notions-là. Alors, on sait que Platon élabore une philosophie pour contrer les sophistes. Les sophistes, ce sont des individus qui se soucient moins de dire la vérité que d'emporter l'adhésion des foules. Bon. Tout l'intérêt de la philosophie de Platon, c'est d'essayer de nous faire comprendre en profondeur comment fonctionne la sophistique. Ce fonctionnement de la sophistique, Platon l'expose notamment dans un dialogue qui s'appelle le Théétète. Et ce qu'il dit dans le Théétète, c'est que la sophistique repose sur une épistémologie et une ontologie. Alors qu'est-ce qu'une épistémologie? Une épistémologie, c'est une théorie de la connaissance. Une ontologie, c'est une théorie sur la nature du réel. On va expliquer ça plus précisément. Quelle est l'épistémologie des sophistes, c'est-à-dire quelle est la théorie de la connaissance des sophistes? Eh bien, l'épistémologie des sophistes, c'est ce qu'on va appeler le relativisme. Le relativisme, c'est l'idée selon laquelle il n'y a pas de vérité absolue, de vérité universelle, qui soit partagée par tous. Pour les sophistes, quelque part, on pourrait dire à chacun sa vérité. C'est exactement ce que dit le sophiste Protagoraste que cite Platon quand il dit « l'homme est mesure de toute chose ». Ça veut dire que ce qui est bien pour moi ne l'est pas nécessairement pour toi, ce qui est juste pour moi ne l'est pas nécessairement pour toi, bref, à chacun sa vérité. C'est ça le relativisme et c'est ça l'épistémologie des sophistes. Ils considèrent qu'il n'y a pas de vérité universelle, absolue. Ensuite, ce que nous dit Platon, c'est qu'en fait, cette épistémologie, elle repose sur une certaine conception de la réalité, sur une certaine manière de comprendre la nature du monde qui nous entoure. C'est l'ontologie des sophistes. Alors, que disent les sophistes là-dessus? Eh bien, pour les sophistes, c'est simple, la réalité, c'est la réalité qui nous entoure, c'est-à-dire que c'est la réalité sensible. C'est la réalité que je peux toucher, que je peux voir, que je peux entendre, etc. Et en fait, là où les sophistes ont vu quelque chose d'intéressant, c'est que cette réalité sensible, elle se caractérise par le mouvement. Elle est toujours en mouvement, même si nous, on ne le perçoit pas à l'œil nu, mais tout change dans le monde sensible. Tous les objets se dégradent, se vieillissent, même nous, nous changeons constamment, même si on ne le voit pas à l'œil nu. Donc les sophistes, en fait, se réclament d'un philosophe présocratique qui s'appelait Héraclite, et Héraclite avait une phrase, qui permettait de résumer cette ontologie. Héraclite disait « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Ça veut bien dire que tout dans le monde sensible change constamment. Autrement dit, dans le réel, rien n'est, parce que l'être, ça connote la stabilité, mais tout devient, tout est en mouvement. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a, selon les sophistes, que des opinions et non pas de vérité absolue et stable. Bah oui, parce que si tout est en mouvement dans le monde sensible, et si dès lors que je me prononce sur le monde sensible, je veux être en adéquation avec ce qui s'y passe, alors forcément, mes jugements vont se transformer constamment. Il n'y aura rien de stable. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, c'est à chacun sa vérité. Voilà. D'où la distinction très importante qu'il y a à faire entre vérité et opinion. La vérité, c'est quelque chose qui est stable, fixe, universel, partagé par tous. L'opinion, c'est quelque chose qui est subjectif. C'est quelque chose qui m'appartient en propre. Ce n'est pas du tout universel, c'est relatif, pourrait-on dire. Bon. Alors voyons maintenant quelle est l'argumentation de Platon pour contrer l'épistémologie des sophistes selon laquelle il n'y a pas de vérité absolue. Pour Platon, il y a quelque chose qui indique quand même qu'il existe des vérités absolues, universelles et partagées par tous, c'est l'existence des mathématiques. Les mathématiques, ça met tout le monde d'accord. 2 et 2 font 4, c'est vrai en tout temps et en tout lieu. C'est vrai aujourd'hui, c'était vrai il y a 2000 ans et ce sera toujours vrai. Bon. Sauf que ce que voit Platon, c'est que si le discours mathématique est vrai, c'est qu'il porte sur une réalité qui en fait n'est pas une réalité sensible. La réalité sur laquelle porte le discours mathématique, c'est en fait une réalité intellectuelle. C'est une réalité qu'on appellera intelligible. Ce n'est pas une réalité que l'on va percevoir par les sens. Le chiffre 2, on ne l'a jamais vu se balader dans la nature, pas plus que le théorème de Pythagore. Vous voyez, ce sont des choses qu'on peut uniquement concevoir. Et c'est la raison pour laquelle, si la vérité existe pour Platon, alors c'est nécessairement un discours qui porte sur une réalité qui n'est pas sensible, mais qui est intelligible. Bref, pour trouver la vérité, nous dit Platon, il faut faire un usage non pas de ses sens, comme le font les sophistes, qui sont par là amenés à dire des choses qui vont se contredire parce que le monde sensible est en mouvement. Pour trouver la vérité, il faut faire usage non pas de ses sens, mais de sa raison.
Et c'est ce qui conduit Platon à distinguer du coup différents degrés de connaissance. Il y a différents degrés. Alors, prenons les différents objets que l'on peut connaître et on va voir qu'on va aller du plus douteux au plus certain. Il y a d'abord les ombres et les reflets. Les ombres et les reflets, dit Platon, c'est une connaissance qu'on va appeler une supposition, une conjoncture. Ensuite, il y a les images. Ça, on va appeler la connaissance l'imagination. Et puis, il y a les objets physiques, dont on a parlé tout à l'heure, qu'on connaît par sensation et perception. Mais tout ça, ça concerne le monde sensible. C'est le monde, dit Platon, non pas de la vérité, c'est le monde de la croyance. C'est le monde, en fait, des sophistes. D'accord ? Tout ça, c'est toujours en mouvement. Et on va du moins réel au plus réel, puisque, d'une certaine manière, un reflet est moins réel que ce dont il est le reflet. Mon ombre dans la rue, on pourrait dire qu'elle est moins réelle que moi-même, quelque part. Bon, ça, c'est le monde des sophistes. Mais la grande trouvaille de Platon, c'est l'existence d'un réel intelligible dans lequel, en fait, se trouve la possibilité du vrai. Et dans ce monde intelligible, nous dit Platon, on trouve donc les vérités mathématiques, les nombres que l'on trouve par la raison, mais aussi ce que Platon va appeler les idées. Alors, qu'est-ce que les idées ? Eh bien, les idées, en fait, c'est très simple. Ce sont ce qu'on appelle des concepts. Quand vous faites une dissertation, par exemple, sur la justice, au début, vous essayez de chercher ce qui se dit communément sur la justice. Et vous vous apercevez, un petit peu comme les sophistes, qu'il y a différentes façons de concevoir la justice. Et ces façons entrant en contradiction, vous allez essayer de dépasser ces contradictions en réfléchissant, en usant de votre raison pour essayer de formuler une définition universelle de la justice. Eh bien, cette définition universelle de la justice, qu'on appellera le concept de justice, c'est en fait, dans le langage de Platon, l'idée de justice. Toute la philosophie de Platon cherche à déterminer ce qu'on va appeler les idées. L'idée de justice, l'idée de vrai, l'idée de beau, etc., etc., en dépassant le simple constat physique de ce que l'on perçoit comme vrai, de ce que l'on perçoit par beau, parce que si on s'en tient à ça, on va forcément arriver à des contradictions. Ce qui est beau pour moi ne l'est pas nécessairement pour un autre, etc. Mais si on fait usage de notre raison pour déterminer le concept de beauté, alors on risque fort, dit Platon, de se mettre d'accord, parce que la raison, encore une fois, est une faculté universelle. Elle fonctionne de la même façon chez tous les êtres humains. Donc on voit que pour comprendre la philosophie de Platon, il faut avoir une distinction en tête, c'est la distinction entre une chose et un concept. Une chose, c'est quelque chose que l'on perçoit par les sens. C'est quelque chose que je peux toucher, que je peux voir, que je peux entendre. Et une chose, c'est toujours quelque chose qui est concret, qui est sensible, qui est singulier. Une chose, elle est unique. Hein. Un concept, c'est une définition, c'est intelligible. Un concept, c'est abstrait, c'est universel, c'est une définition. C'est la différence donc entre la table que je perçois, d'accord, qui est unique, singulière, ça c'est la chose, et le concept de table, qui me permet de désigner toutes les tables du monde. Or, le concept de table, ce n'est pas quelque chose que je peux voir, que je peux entendre, que je peux toucher. C'est simplement quelque chose que je peux saisir par la raison. Eh bien, en m'élevant au concept par la raison, je m'élève aussi à l'universel, à quelque chose qui mettra tout le monde d'accord. Et c'est en ceci que je peux trouver la vérité, selon Platon. C'est la raison pour laquelle on dira de Platon qu'il est un rationaliste. Un rationaliste, c'est quelqu'un pour qui la connaissance de la vérité se fait nécessairement au moyen de la raison. Voilà. Un rationaliste s'oppose donc à un empiriste. Un empiriste prétendra que la connaissance se fait essentiellement par l'expérience sensible. Voilà. On en vient maintenant du coup à la fameuse allégorie de la caverne. Pour résumer un petit peu tout ça, Platon va proposer une image, l'image de l'allégorie. Platon nous dit, imaginons que depuis notre naissance, nous soyons assis dans une caverne, assis, attachés presque à une chaise, de sorte que l'on regarde le fond de la caverne depuis notre enfance. Impossible de se retourner, on ne sait même pas qu'on est dans une caverne parce qu'on y est depuis notre enfance, et on regarde le fond comme ça. Derrière, au fond de la caverne, se trouve un feu, dit Platon, et entre le feu et nous-mêmes, des individus se promènent, qui tiennent des pancartes dans lesquelles on a découpé différents objets. Ce qui fait que si par exemple là, il y a une pancarte avec la forme d'un animal, il y aura l'ombre de l'animal qui sera reflétée au fond de la caverne. Évidemment, moi qui suis assis là et qui suis dans la caverne, quand je vois l'ombre de l'animal, je ne me dis pas « tiens, voici l'ombre de tel animal ». Je me dis « voici l'animal », vu que je ne sais pas que c'est une ombre. Bon, cette situation que décrit Platon dans la caverne, c'est la situation de celui qui pense que la vérité se découvre par les sens et qui ne fait pas un usage de sa raison.
Mais imaginons, dit un jour Platon, qu'un des individus assis ici, réussisse à se détacher et se rend compte qu'il est dans une caverne pour ensuite sortir de la caverne. Une fois qu'il sort, dit Platon, il va là se confronter, faire l'expérience d'un véritable animal. Et il va s'apercevoir que ce qu'il prenait pour la vérité ici n'était en fait que l'ombre de la vérité, que ce n'était pas tout à fait la vérité. Et puis il verra d'autres objets, et à chaque fois il se dira, mais ce que je prenais pour la vérité ici n'était pas du tout la vérité, c'était une pâle copie de la vérité. Eh bien, ce que veut nous dire simplement Platon avec cette allégorie, qu'on pourrait encore détailler plus, mais on va simplement en retenir l'essentiel, c'est que celui qui se contente de ses sens, de sa perception sensible, pour trouver le vrai, sans jamais faire un usage de sa raison, est condamné à rester dans la caverne. Mais celui qui décide de faire un usage de sa raison, pour trouver précisément les idées et les concepts, correspond à celui qui sort de la caverne pour trouver la vérité. Tout le tragique de l'histoire, évidemment, est que celui qui aura trouvé la vérité, sorti de la caverne, décidera ensuite de retourner dans la caverne, prévenir les autres individus qu'en fait, ce qu'ils prennent pour la vérité n'est qu'une ombre de vérité, et ça risque ici d'assez mal se passer parce qu'on le prendra soit pour un fou, soit pour un malade. Et donc pour Platon, le rôle du philosophe consiste précisément à sortir de la caverne pour ensuite y retourner et prévenir les individus que l'ombre n'est pas la réalité. L'enjeu de la philosophie de Platon, c'est donc essayer de fermer les yeux du corps pour ouvrir ceux de l'esprit et de trouver les idées par la raison.